Merci de nous écouter sur la 96.3 FM, For You Radio, la radio panafricaine. Nous faisons l'actualité économique d'Afrique et d'ailleurs dans cette émission, l'écho de l'écho, que vous connaissez déjà assez bien. Cette fois-ci, on fait escale au Cameroun, où des nouvelles sont pas très bonnes pour les Camerounais. Depuis le 3 février dernier, les prix du super et du gasoil sont revenus à la hausse sur tout le territoire. Des concertations ont été entreprises entre le gouvernement et les partenaires sociaux, d'après le communiqué qui a été signé le 2 février 2024 par le secrétaire général des services du Premier ministre Magloire Séraphin Fouda. Selon ce communiqué, le litre du super coûtera désormais 840 francs CFA dans les stations-service avec une hausse de 110 francs, soit plus de 15% par rapport à 730 francs CFA par le passé. Le litre de gasoil, lui, est désormais vendu à 828 francs CFA contre 720 francs CFA, une augmentation de 108 francs, toujours à plus de 15%. Les prix des autres produits comme le pétrole lampant ou encore le gaz domestique sont restés inchangés. Le gouvernement a par ailleurs signifié que cette décision était motivée par la nécessité de résorber les contraintes budgétaires croissantes auxquelles l'État a été confronté et d'éviter les tensions dans l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers. On rappelle que c'est la deuxième hausse en l'espace d'un an seulement. Pour refaire cette actualité, nous sommes accompagnés du docteur Jean-Marie Biada. Il est économiste. Merci à vous d'être là avec nous ce matin. Bonjour. Alors Cassandra, bonjour. Bonjour à nos centaines de millions d'auditeurs sur toute la planète et un bonjour tout particulier au metteur en ondes de cette émission. Justement, le metteur en ondes, quel est qui nous permet d'être ensemble ce matin, docteur Jean-Marie Biada? Comment comprendre cette nouvelle hausse? Et pourtant, en 2023, déjà, on en parlait d'une qui était justifiée par l'arrêt des subventions des produits pétroliers au Cameroun. Disons que cette hausse a déjà été annoncée, elle a simplement été concrétisée. J'ai eu à commenter pour la 18e année consécutive le discours de fin d'année et d'adresse des vœux de Nouvel An au chef de l'État le dimanche 31 décembre 2023. Et à l'occasion, le chef de l'État nous rappelait déjà qu'en 2022, le coût des subventions avait excédé 1000 milliards et que pour l'exercice 2023, il avait également excédé 600 milliards et qu'à ce talus pour l'exercice 2024 qui arrivait, je le dis de mes mots, hein, c'est pas ce qu'il a dit, la soutenabilité de cet appui budgétaire aux produits finis, raffinés, vendus à la pompe devenait problématique. Donc c'est une façon ouverte de dire que non, on devrait encore ajuster le prix. Et puis on devait augmenter, parlons pour mieux nous faire comprendre. Quand on dit ajuster, c'est souvent une formule diplomatique. L'année dernière, par exemple, vous avez constaté l'augmentation avait eu lieu, à tout le moins, le décret, pas le décret, le communiqué du ministre secrétaire général des services du Premier ministre avait été mis sur la place le mardi 31 janvier 2023 et qui prenait donc effet à compter du 1er février 2023. Vous voyez très bien que c'est la même logique, c'est la même démarche qui a prévalu. De deux également, cela voudrait dire que chez nous, désormais, chaque fois qu'il y a pénurie à la pompe, nous devons commencer à avoir peur. Vous voyez qu'en janvier également, 2023, il y a eu pénurie de carburant et tout le monde s'est rué à la pompe. Là, nous sommes en janvier 2023 et puis quelques heures seulement après, on a déclaré l'augmentation à un taux extrêmement élevé qui n'avait jamais été vu par le passé. Je suis cette activité depuis ces 15 ou 20 dernières années. Les augmentations ont souvent été de 2%, 3%, 4%, là c'est en valeur relative. En valeur absolue, c'est de l'ordre de 6 francs, 8 francs. Je vous prends un exemple. Le clash qui a eu lieu, ce que le gouvernement lui-même a appelé les émeutes de la fin de 2008, c'est parce que le carburant avait été augmenté de 6 francs. Vous imaginez 6 francs. Mais par le passé, c'était de l'ordre de 10 francs, 15 francs, 12 francs, 4 francs. C'est dans ce temps-là que le prix augmente. Mais, et vous n'avez qu'à voir, même le gouvernement, lorsqu'il veut faire ces augmentations, c'est d'ordre de 5%. 5%, vous voyez que l'année dernière, le gouvernement... Mais là, nous sommes à plus de 15%, docteur Biada.
Non, Cassandra, quand je me place par exemple en janvier 2023 et je me projette en février 2024, donc sur maximum 13 mois, l'augmentation sur le gazole. Le gazole, je l'étudie parce qu'en fait, je suis expert certifié au NUDI en diagnostic et mise à niveau des entreprises. C'est un puissant facteur de production dans cet univers-là, dans l'univers industriel. Il a augmenté pratiquement de 41%, madame. C'est énorme. C'est énorme, c'est-à-dire 2/5. Plus de 2/5, c'est énorme. Donc, quand on veut faire ces augmentations-là, il y a des ordres de grandeur. Nous, dans l'univers industriel, par exemple, lorsqu'on nous dit que le coût d'un facteur de production a augmenté de 2/5, la recommandation qu'on fait aux chefs d'entreprise tout de suite, c'est d'accrocher cette ligne de production. C'est d'arrêter cette ligne de production. Je vous prends un exemple. Nous voyons ça dans le secteur des boissons gazeuses notamment. Et l'État s'est retrouvé à prélever des impôts. Ensuite, après les impôts, maintenant, la TVA, on a ajouté le droit de douane. Ensuite, on a ajouté les droits d'assises. Donc, c'est tellement élevé que... Et on est encore allé plus loin. L'État a menacé de mettre ce qu'on appelle des vignettes. Les vignettes sur ces boissons-là. Qu'est-ce que ces gens ont eu à faire? Ils ont carrément rapproché la ligne qui fabriquait cette boisson rafraîchissante sans alcool. Parce que quand on fait le point, quand le coût du facteur de production d'un bien qui va être vendu dans un marché concurrentiel tend déjà vers 2/5, c'est-à-dire 40%, vous n'avez rien d'autre à faire. Puisque les marges, c'est de combien? Le public, le marché, il est connu. C'est un public qui a un pouvoir d'achat qui est connu. Et quand nous parlons même de ceux qui ont bénéficié de quelques augmentations, c'est les fonctionnaires. Nous n'avons pas 400 000 fonctionnaires chez nous. Et même si ça avait été 400 000, quand vous prenez toutes les études de l'INS, l'Institut national de la statistique, sur l'enquête sur l'emploi et le secteur informel, nous sommes autour de 9 millions à 9 500 000, voire 10 millions d'actifs, madame. Et 10 millions d'actifs, ça veut dire des gens qui font tourner le Cameroun, qui font marcher le Cameroun. Ça veut dire que le poids des fonctionnaires est très faible, très faible. Si vous faites 300 000 sur 10 millions, vous voyez très bien que vous êtes en train de diviser à peu près 3 par 10. Donc, même pas, c'est rien du tout. 10% de 10 millions, ça fait 1 million. Et 1%, ça fait 100 000. Donc, 3%, ça fait 300. On est autour de 4%. Quand vous voyez 4% de personnes qui ont bénéficié des revenus et on dit qu'on va augmenter à hauteur de 5%, c'est insignifiant par rapport à la grande masse qui fait fonctionner le pays. Effectivement, donc, de mon point de vue, je conclue là-dessus. Le président avait déjà annoncé cette hausse-là, mais en tant qu'expert des questions économiques et surtout industrielles, je me rends compte que les taux d'augmentation sont énormes. Ça ne se voit nulle part au monde, c'est-à-dire un taux d'augmentation de 41% d'un facteur de production sensible tel que les hydrates de carbone raffinés vendus à la pompe, spécialement le gazole. C'est énorme, c'est très élevé. Il est question peut-être, si j'avais un conseil à dire, de raboter ça, c'est-à-dire, je ne sais pas, 2-3 jours après ou alors 1 mois, on ramène ça, on diminue tout ça de façon significative pour que l'économie puisse de mieux en mieux respirer. Mais docteur Biada, justement, puisqu'on parle de l'économie du Cameroun, il y a quand même une interrogation particulière qui reviendra dans les cerveaux des Camerounais, du moins ceux que nous avons pu approcher. C'est pourquoi en 10 ans, autant d'inflation, autant de hausse des prix sur le marché. On ne parle pas que du carburant. Tenez, par exemple, on parle du sucre, de l'huile du côté du Cameroun. Le panier de la ménagère est complètement en train de suffoquer. Et les Camerounais se demandent comment expliquer qu'en 10-15 ans, au lieu que les conditions de vie s'améliorent, les conditions de vie se détériorent dans la masse camerounaise et l'économie elle-même semble ne plus être résiliente mais complètement en chute. Docteur Biada, où est-ce que le gouvernement camerounais faut-il ? Alors, le gouvernement, c'est la énième fois que je vais le dire, avec beaucoup de courtoisie républicaine, le gouvernement, j'ai comme l'impression qu'il a honte. Cassandra, vous faites bien de le dire. Le gouvernement n'a pas honte de sortir, de s'endetter à hauteur de 2 000 milliards pour construire des infrastructures de distraction. Les stades. Le stade de Mbappé a été construit ici pour la CAN, madame. Je vous dis, personne, on n'a joué aucun match là-bas. Le stade de la réunification a été réhabilité. On n'a joué aucun match là-bas. On a fait venir Yenigoun qui allait construire un nouveau stade, le Turc qui allait construire un nouveau stade à l'entrée de la ville. J'ai compté, nous sommes à moins de 100 matchs joués là-bas depuis au moins 5 ans. Donc ça veut dire que lorsqu'il est question de distraction, le gouvernement n'a pas honte.
Lorsqu'il est question de détente, de perte de temps, de loisirs, de détente, le gouvernement n'a pas du tout honte. Le gouvernement met les moyens qu'il faut. Voilà le fond du problème. Le Camerounais mange quoi? Le kepenke base, c'est quoi? C'est le maïs à la base, n'est-ce pas? Le mintouma, c'est quoi à la base? C'est le manioc. Il y en a qui vont utiliser le macabo, il y en a qui vont utiliser le taro, il y en a qui vont utiliser les pommes de terre, la patate. Regardez que je suis en train de citer quoi? Les mets que nous consommons le plus sur l'ensemble du territoire national. Chacun de ces mets ne bénéficie d'aucun champ de production à l'échelle industrielle. Mais qu'est-ce que nous avons comme champ à l'échelle industrielle? Le coton qu'on exporte, le café qu'on exporte, le cacao qu'on exporte, la banane douce dans le Mongo qu'on exporte. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le thé qu'on exporte. Vous voyez donc, nous mettons toute la communauté nationale à contribution pour produire ce qui va être exporté. On va vendre la banane depuis la société fruitière de Marseille. Voilà un bon pays. Mais qu'est-ce qui pousse le gouvernement? Il y a même un projet auquel je me suis mêlé un peu, l'unité de transformation industrielle de manioc de 100 millimètres. Mais regardez, qu'est-ce que ça a donné? Ça n'a pas marché. Nous sommes rendus à plus de 10 ans, madame. Plus de 10 ans, c'est abandonné, le projet abandonné. Et il se passe donc que oui, à ce niveau, le gouvernement n'a pas le courage. Évite d'avoir honte. Le gouvernement a honte de créer des capitales. Quand je le dis, il dit que le gouvernement évite de créer des capitaines d'industrie. Je vais nuancer mes propos. Madame Bégoudé, vous êtes un as dans le domaine des communications audiovisuelles. Mais si on vous sort de là, au lieu de vous laisser dans la communication, on vous plante dans un projet industriel du genre faire sortir de terre une industrie du domaine de la plasturgie. Mais vous n'en connaissez pas grand-chose. Bon, enfin, je ne suis pas en train de réduire votre champ de compétences. Je confesse, je n'y connais pas grand-chose. Alors, voilà à peu près ce que le gouvernement fait parfois. C'est-à-dire quoi? On prend un monsieur qui ne connaît rien du tout dans un secteur particulier, on le met là. Ça ne va pas me rajeunir. En 2004, le programme des Nations Unies m'a sollicité pour faire une étude qui a été envoyée en Jordanie, où il fallait mener des études sur les variables dont la survenance entraîne inéluctablement la chute irrémédiable de la PME. Et là-dedans, on a recensé à peu près 7 variables. Mais la première variable qui pesait en termes de poids, c'était la friction entre les actionnaires. Et la deuxième variable, c'était l'incompétence du promoteur dans le domaine où il veut se projeter. Et ça pesait pour à peu près 30%. La première variable pesait pour à peu près 42%, dont les autres étaient des variables non significatives. Alors, je le dis pour dire que non, tant que nous n'allons pas produire localement ce que nous allons manger, Madame Bégoudé. Et l'avantage même, c'est quoi? Quand nous produisons donc ce que nous pouvons manger, nous avons déjà un marché captif. Est-ce qu'on a besoin de la publicité pour vendre le taro, Madame Bégoudé? On n'a pas besoin de pub pour vendre le taro, le macabo, le plantain, l'igname, la chèvre, la poule. On n'a pas besoin de publicité pour cela. C'est des spéculations qu'on produit localement. Et nous avons jusqu'à 5 grandes zones agroécologiques où ces spéculations que je viens d'évoquer poussent tranquillement, parfois même sans engrais. Engrais azoté, engrais potassique ou engrais phosphaté, rien de tout cela. Nos parents au village, vous croyez que dans le grand BAM que vous devez connaître, pour cultiver le manioc, là-bas, on a besoin des engrais, madame? Pas du tout. Pas besoin d'engrais. Les terres sont essentiellement fertiles et c'est des pratiques culturelles millénaires auxquelles nous sommes déjà habitués. Nous connaissons les maladies de toutes ces spéculations et nous savons comment y faire face. Donc le gouvernement n'ayant pas fait, nous nous sommes donc retrouvés à faire quoi? Et si vous avez l'occasion, allez suivre souvent les points et je remercie, ou alors je félicite la Direction générale des douanes qui presque chaque année ou tous les 2 ans fait le point sur l'état de notre balance commerciale. Elle est strictement déficitaire pour près de 1000 milliards. Quand on dit une balance commerciale déficitaire, 1000 milliards, ça veut dire quoi, madame? C'est-à-dire que nous exportons moins que nous importons. En d'autres termes, nous exportons peu et nous exportons beaucoup. En d'autres termes encore, nous importons par exemple pour 1 milliard et nous exportons par exemple pour 1 milliard et nous nous retrouvons en train d'importer pour à peu près 7, 8, 9 milliards. Nos recettes d'exportation, madame, tournent autour de 2500, 3000 ou 4000 milliards.
Et si nous nous retrouvons donc en train d'importer à hauteur de 6, 7, 8 milliards, c'est dangereux pour nous. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? N'oubliez pas la monnaie locale qui est à coût légal ici chez nous et pouvoir libératoire, officiel, s'appelle le franc CFA Afrique centrale. Oui. Mais lorsque je vais acheter quelque chose en Côte d'Ivoire, je peux utiliser plutôt le franc CFA Afrique de l'Ouest. Si je vais acheter quelque chose du côté de l'Afrique du Sud, je dois utiliser le rand ou alors le dollar américain. Si je dois acheter dans l'Union européenne, c'est soit le dollar américain, soit l'euro. Et où se trouvent donc nos dollars, nos euros, nos rands, nos yens? Ça se trouve au compte des réserves extérieures domiciliées au trésor français, c'est-à-dire l'argent de la France. Donc, si vous voulez faire donc ce que vous voulez faire, importer une ligne de production, par exemple, de l'Inde, et que vous avez besoin de devises pour cela, et la France refuse, vous ne pouvez pas le faire. Si vous voulez acheter du sucre au Brésil, en réal brésilien, et que la France refuse de vous donner des devises, vous ne pouvez pas le faire. Donc, résultat de course, il faut d'abord, et j'insiste là-dessus, parce que nous sommes même en train d'aller dans la logique de dire créons notre propre monnaie. Si nous créons notre propre monnaie, Madame Bégoudé, oui, et que nous ne travaillons pas, et qu'au lieu de cultiver beaucoup moins de cacao et beaucoup plus de manioc, beaucoup moins de café et beaucoup plus de patates, beaucoup moins de thé, depuis le matin, vous avez bu du thé, Madame? Mais vous le sentez, je sens beaucoup d'énergie dans votre voix. Il y a autre chose qui peut vous donner plus de punch que le thé. Donc, je suis pour qu'on cultive beaucoup de choses ici, mais prioritairement, en anglais, on dit prédominantly. Commençons d'abord par ce que nous allons consommer, et en passant même la souveraineté d'un État, Madame Bégoudé. Vous voyez qu'un parent est fier de bomber le torse à table lorsque ses enfants mangent. Mais le même parent, en même temps, a la queue entre les jambes, même si un être humain n'a pas de queue, c'est une image. Le même parent est couvert de honte lorsqu'il voit comment ses enfants sont allés toquer la porte sur le voisin. Tel revient avec le poulet, un autre revient avec une cuisse, un gigot de chèvre, un autre revient avec les fonds de frites, un autre avec les boissons. Ce parent, il n'est pas fier de voir ses enfants dans cet état. Donc nous n'avons pas à compter sur l'étranger pour nourrir nos populations, davantage parce que nous avons un territoire énorme. Si nous avions été le Pays-Bas, par exemple, vous prenez le Pays-Bas, vous prenez le Luxembourg, vous prenez la Belgique, c'est des pays qui ne font pas la moitié du Cameroun en termes de superficie. C'est des pays qui n'ont pas les zones agroécologiques que le Cameroun a. C'est des pays qui n'ont pas de sous-sol. Ou à tout le moins, le sous-sol n'est pas autant riche que le sous-sol du Cameroun, qui est présenté par les géologues comme un scandale géologique en termes de ressources minières. Alors d'où vient-il que chez nous ici, depuis, vous avez bien fait de dire 10 ans, remonter à 15 ans, pourquoi ne pas 20 ans, ne pas dire 20 ans et même plus? Est-ce que depuis que vous êtes né, vous avez déjà appris qu'il y a une plantation industrielle de banane plantain quelque part ici? Non. Une plantation industrielle de patates? Non. De macabo? Non. Donc, résultat de course, donc qu'est-ce qui se passe? Nous sommes obligés d'importer ce que nous mangeons. Et cela nous expose à quoi? Très rapidement. Quand vous importez ce que vous mangez, sur le marché où vous êtes allé acheter, généralement sur le marché international, on vous appelle là-bas des price takers, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune influence sur le prix qui leur sera donné, ni sur le prix de la marchandise qu'ils vont acheter, ni sur le prix du fret maritime. Dans un passé récent, le Cameroun avait, peut-être lointain même, le Cameroun avait un armement civil, commercial, la Camship, qui avait donc ses bateaux. Donc, quand vous achetez une marchandise à l'étranger, la Camship allait transporter. Donc, le gouvernement pouvait supporter ça. Le gouvernement peut décider désormais le kilogramme de riz sur le Cameroun, je le veux par exemple à 300 francs. Et si à l'international, on l'achète même à 300 francs et que le transport, le fret va faire monter sur autour de 400, le gouvernement dit je vais supporter ces 400 parce que j'ai mon avis, je mets du carburant là-dedans, ça va, ça transporte, ça revient. Voilà ce qu'on appelle la subvention. Voilà ce qu'on appelle le renforcement du pouvoir d'achat des populations à la base. Donc, le gros du problème, comme vous l'avez dit, oui, c'est le fait que sur ces 10, ces 15 dernières années, sinon plus, nous n'avons pas pris sur nous de produire. Nous avons laissé que le discours des donneurs d'ordre internationaux puisse nous égarer. Oui. Parce que c'est ce qui avait été dit en 1986, quand l'autre est arrivé, le Fonds monétaire et ses amis sont arrivés, ils ont dit au gouvernement, sortez du secteur productif. Mais un pays pauvre, un pays qui vient à peine d'être indépendant comme le Cameroun, vous ne pouvez pas demander à l'État qui a tout. Madame, j'accompagne les PME au quotidien. Il y a des PME qui suffoquent parce qu'elles ont simplement une dette de 100 millions. Je dis une dette de 100 millions seulement. Mais 100 millions pour l'État, c'est quoi? C'est insignifiant.
Pour cette année, si je vous donne l'ordre de grandeur, on est à 1200, 1100, voilà, 1100 milliards attendus du secteur des douanes. Oui. La douane va donner plus de 1000 milliards à l'État cette année-ci. Alors, l'opérateur privé va trouver cet argent nulle part. Donc, on ne peut pas dire que l'État qui mobilise autant d'argent puisse sortir du secteur productif. Je suis pour que l'État reste dans le secteur productif. La preuve, nous avons expérimenté, nous avons lamentablement échoué. Nous avons sorti l'État du secteur de l'eau. Qu'est-ce que nous avons eu? La Camerounaise des eaux, des gens qui sont venus rester là, on dit produisez l'eau, ils ne produisent pas. C'est l'État qui est passé devant pour aller mener des études. Produisez l'eau, ils ne produisent pas. C'est l'État qui est passé devant pour jouer à l'ingénieur, trouver la zone où on pouvait procéder au captage. Quand l'État a trouvé maintenant, on dit allez, non, on produit. Non, ce n'est pas notre rôle. C'est l'État qui a encore trouvé le partenaire qui a permis de non seulement construire la station de pompage d'eau, et puis toute la canalisation qui porte l'eau jusque là où la direction générale est. On dit, allez-y, non, on ne fait rien. L'État estime que le château d'eau qui était là tout petit, c'est l'État qui a construit un château d'eau d'une capacité confortable. Et traiter l'eau, il ne traite pas. C'est lorsque l'État ouvre pour servir qu'on dit à l'État, mets-toi de côté, on va te montrer vraiment comment on gère. Un peu comme si on arrivait chez vous, madame, vous ne faites rien du tout. Les gens se sont saignés, ils ont fendu le bois, ils ont abattu des bêtes, ils ont fait le nécessaire, ils ont fait le menu. C'est déjà bien ragoûtant. On met à table maintenant. Vous dites à ceux, non, mettez-vous dehors, on va vous montrer comment on gère la nourriture. Mais quel drôle de gestionnaire. Drôle de gestionnaire. Vous voyez que l'État, 10 ans après, a dit que non, que ces gens-là allaient vous faire voir ailleurs. Je ne veux pas de vous. La solution, ce n'est pas vous. L'électricité, pareil. Ceux qui sont venus prendre en nous promettant monts et merveilles, ils ont fait ci ou ça. On chasse quelqu'un du Sénégal pour le récupérer au Cameroun. Et vous en attendez quoi, madame? 11 ans après, là, contre les gens, nous avons pris fuite. Et les remplaçants qui sont venus également, de grands discours, le peu d'argent qu'on gagne, 1 milliard par jour, on pompe tout à l'étranger, et à la fin, rien n'est fait. L'État produit à gauche, l'État produit à droite, on ne voit rien. Donc, de mon point de vue, il n'est pas encore temps pour un petit pays comme le nôtre de pousser l'État à sortir du secteur productif. L'État a encore une présence prégnante dans le secteur productif, au moins pour 3 raisons. Premièrement, vous voulez mener n'importe quelle activité, Madame Begoudé, il vous faut les terres. Est-ce que vous me comprenez? Vous connaissez qui ici chez nous qui a plus de terre que l'État? L'État est propriétaire terrien plus que tout le monde ici chez nous, même si on ne prend que son domaine privé de l'État. Parce que le domaine privé, c'est les parcelles de terrain où l'État a son propre titre foncier. D'autre part, on dit que l'État n'est pas propriétaire, mais il est gardien. Mais c'est un gardien qui a la puissance publique. C'est un gardien qui a la puissance publique. Donc, les réserves foncières, c'est l'État qui les a. Voilà la première raison pour laquelle l'État ne peut pas sortir du secteur productif. Réserves foncières, c'est l'État. Deuxièmement, l'argent. Mais l'argent, c'est encore l'État. L'État prélève les impôts pour 2 000, 3 000, 4 000 milliards à l'année. Troisièmement, le monsieur qui est crédible parmi les agents économiques, plus que l'État, chez nous, il n'y en a pas. L'État peut aller lever un emprunt obligataire au point d'un marché boursier à hauteur de 200 milliards. L'année d'après, encore 200 milliards. L'année d'après, 200 milliards. Je connais 2 ou 3 entreprises que j'ai accompagnées là-bas pour lever 6 milliards, madame. On leur a donné 5 ans pour rembourser 6 milliards. Vous imaginez 5 ans. Et même là-bas, parce que ces entreprises travaillent beaucoup pour pouvoir rembourser à ce rythme-là. Oui. On aurait dû leur donner même 10 ans. Or, l'État est puissant. Donc, je conclus sur votre question pour dire l'État doit prendre les devants pour créer des plantations industrielles. J'insiste encore, industrielles des spéculations, nous consommons le plus. Oui. On importe 930 000 tonnes ou 980 000 tonnes de riz. Pourquoi, Madame Begoudé? Parce qu'au marché, le macabo est trop cher, la patate est trop chère, l'igname est trop cher, la banane plantain est trop cher. Si sur le marché, on avait beaucoup de plantains, beaucoup de macabo, à 500 francs, je pouvais acheter le macabo, ensuite 200 francs, j'achète la patate, ensuite j'achète un peu d'igname. Je suis convaincu que les gens ne se feraient pas esclaves de tout ce qu'on importe et qui, généralement, est produit dans des conditions que nous ne maîtrisons pas. Conditions de santé, conditions de qualité, transporté même parfois dans des conditions très douteuses pour arriver ici, conditionné encore dans des conditions extrêmement douteuses. Donc, je conclus pour dire que oui, notre gros souci tient de ce que ne produisant donc rien localement, nous sommes exposés donc à importer l'inflation à l'international où nous n'avons aucune influence. Nous importons le riz, nous importons le blé, nous importons l'huile végétale, nous importons pratiquement tout. Il est temps que l'État ici puisse se repositionner dans le secteur productif comme un acteur, comme un pivot, pas comme un acteur dormant.
Et enfin, sur ce coup-là, je conclue pour dire que l'État également, quand bien même c'est un conseil que je lui donne sans citer l'entreprise en question, quand l'État a privatisé une entreprise, qu'il fasse attention, que cette entreprise aille prendre des engagements à l'international qui viendront, donc ces engagements viendront perturber la politique de l'État. L'État ne peut pas dire, je vais donner de l'huile de palme à mes concitoyens, vous allez signer des documents à l'étranger qui vous interdisent de planter l'huile de palme alors qu'il y a des espaces. Donc voilà également l'autre rôle de l'État, être un incitant en matière de production. Je suis en train de faire sur vos ondes ce que je pourrais dire, plaidoyer pour un retour rapide d'un État producteur et non un producteur de ce que nous mangeons au quotidien et non un État producteur de normes ou bien des agences. Agence des normes et de la qualité, Agence nationale de radioprotection, Agence de régulation de télécom, alors que les prix ne font que flamber sur le marché, mettant en mal donc les foyers qui sont plus capables de nourrir leur population avec assez de décence. Merci, Dr Biada. On va terminer par cette question car l'émission touche à sa fin. Est-ce qu'il faut craindre à nouveau justement des manifestations, encore des crises comme on a pu les constater en 2008? Peut-être le deuxième volet également de cette question sera, ne serait-il pas temps pour le Cameroun, pour l'État du Cameroun aussi, de reprendre la main sur le secteur des hydrocarbures? Justement, je reprends la main sur le secteur des hydrocarbures, le secteur pétrolier. Aval, vous parlez à quelqu'un qui a passé les 4 premières années de sa vie professionnelle là-dedans. Donc c'est remettre à flot la Sonara. Ce n'est pas sorcier. Voilà, vous avez posé la bonne question. La solution, c'est celle-là. Parce que si nous n'allons pas dans ce sens-là, nous courons le risque de venir encore le 1er février 2025. On organise une pénurie, ou alors une pénurie simulée, en fin d'année 2024. Et puis, hop, le 1er février maintenant. En début février 2025. Tout à fait. Le 1er 2026, on fera pareil. La solution, madame, c'est notre raffinerie. Pourquoi est-ce que le Tchad, ils parviennent à produire, à vendre à ce prix? Parce qu'ils ont d'abord leur propre pétrole. Et ils ont une raffinerie à Djemaya. La Guinée équatoriale, tout à côté de nous, vend le carburant, le diesel à 470 francs. Est-ce que c'est normal pour un pays comme le Cameroun qui a envoyé à manger là-bas? J'ai ma grande sœur qui était mariée à un pilote de l'air, qui chaque fois devait aller tous les matins, je veux dire toutes les semaines en Guinée équatoriale donner à manger. Nous sommes là dans les années 74. Voilà ce pays qui est devenu un Pérou sous nos yeux, alors que nous avons la même frontière que ces pays, nous avons la même nappe de pétrole là-bas que ces gens-là. Donc il faut forcément que nous revenions. La solution, c'est celle-là, qu'on remette la Sonara à flot. Et deuxièmement, tous ceux qui interviennent dans le secteur du pétrole fassent montre de patriotisme. Cet argent qu'ils accumulent interminablement ne leur servira pratiquement pas à grand-chose. D'où vient-il que quelqu'un qui achète 200 000 tonnes sur le marché vient vendre à 600 francs. Et celui qui achète 2 100 000 tonnes, Cassandra, vient vendre à 800 francs. Cela n'a aucun sens. En économie, on connaît ça. Il y a ce qu'on appelle les techniques d'achat groupé d'intrants. On fait des achats groupés. Pourquoi? Parce que le prix unitaire que le client ou alors le vendeur va vous donner sera très bas que si vous étiez allé acheter isolément, d'abord 1000 tonnes, ensuite 2000 tonnes, ensuite 3000 tonnes. Vous dites, oh monsieur, je vais vous acheter 2 100 000 tonnes à l'année. Il va forcément vous faire un prix qui fera en sorte que vous vendrez largement en dessous de 800 francs. Le Cameroun est un pays dans lequel on a vendu le pétrole à 250 francs. Au début des années 2000, nous étions à combien? Nous étions à 325 francs le litre. Qu'est-ce qui s'est donc passé que, en un laps de temps, le prix est en train d'être multiplié par 3? La solution reste donc la remise à flot de notre fleuron de l'industrie nationale de raffinage pétrolier. J'ai pris et j'ai nommé à Sonara. Ce serait une des premières solutions. L'autre deuxième solution consisterait également, qu'est-ce qui a concentré tout ici à Douala? Libé, je veux dire quoi, Kribi a déjà un port en eau profonde là-bas. On construit un site de stockage là-bas. Qu'est-ce qu'on attend? On construit. Attends, à Bafoussam, par exemple, on stocke. On ne stocke pas en l'air. Donc, même les opérateurs privés, l'État doit pouvoir dégager donc le monopole de la SCDP. Parce que le problème, c'est lequel, Cassandra? Si vous importez donc en grande quantité, où allez-vous stocker? Vous voyez donc, donner la possibilité aux opérateurs privés de construire des bacs de stockage. Donc, si on libéralise ça également, sans mettre trop de contraintes, de l'argent à donner à gauche, de l'argent à donner à droite, c'est ce qu'on entend souvent, on n'a pas souvent les preuves, c'est pour ça que j'insiste pas là-dessus. Mais je dis, on libéralise, on laisse que les opérateurs privés puissent construire dans l'interland des bacs de stockage. Ce qui fait qu'on peut passer toute une année à importer interminablement, sachant donc qu'il n'y aura pas de problème particulier lorsqu'il
sera question d'approvisionner le marché camerounais. Donc, libéraliser aussi. Si on construit d'autres SCDP privés à l'intérieur du pays, je suis convaincu que le Cameroun, lorsque le coût de ces produits est très bas sur le marché international, on va importer non plus 2 100 000 tonnes, mais 3 millions, 4 000, 5 millions, pourquoi pas 6 millions, parce qu'on a des capacités de stockage, parce que voilà également une autre grosse limite. Et enfin, donc, pourquoi être esclave d'une seule raffinerie qui est là depuis les années 70, inaugurée en 1981? Pourquoi le Cameroun avait un seul stade ici à Douala? Il a mis un deuxième stade, le stade de Japoma, qui est plus beau même celui de la réunification. Il avait déjà un stade à Yaoundé, et même un deuxième, le stade militaire. Mais il a mis encore un autre stade très beau, du côté de Lembe. Alors, qu'est-ce qui empêche donc au Cameroun de nous construire également une autre station de raffinage de l'Interland ici? Davantage parce que nous avons centre à ce qu'on appelle le pétrole onshore. Oui, au niveau du Rio del Rey, nous avons le pétrole là-bas. Pourquoi est-ce qu'on va porter ça chaque fois pour amener ça loin? Non, le pétrole que nous avons dans l'Interland, il faudrait qu'on laisse ça là-bas et on construit tout autour, donc, ou alors à quelques encablures, on peut dire 100 km à la ronde, on met une raffinerie là-bas, ce qui fait que le pétrole qu'on exploite dans l'Interland, on raffine ça sur le continent, et le pétrole qu'on importe ailleurs maintenant, on peut venir au niveau de l'appontement de la Sonara, raffiner, parce que on va donc dire, voilà une raffinerie côtière, et puis on fait une raffinerie de l'Interland. Le Cameroun va forcément devenir un pays dans lequel on pourra valablement et régulièrement vendre le pétrole à moins de 500 francs. Et si c'est le cas, comme nous sommes à l'ère de l'économie pétrolière, ça va irriguer tout le système productif camerounais. Quelqu'un pourra, avec 500 francs le matin, sortir de chez lui, aller au travail et revenir dans l'après-midi, parce que le taxi sera redescendu à 125 francs ou à 115 francs, ou pourquoi pas à 100 francs. Ça, c'est notre souhait le plus ardent. Tout ce que nous sommes en train de dire, bus transit rapide, là. Si ce bus transit rapide doit prendre le diesel, qu'est-ce que nous faisons? D'accord. Je suis donc convaincu que oui, sans dans la solution, c'est par là que l'État prenne la main sur le secteur pétrolier aval en autorisant la construction, même par le privé, d'une société de raffinage dans l'Interland et de 2, 3, 6, 5 ou 10 sites de stockage des produits finis raffinés, ce qui permettra donc au Cameroun d'importer rapidement et d'avoir des stocks qui lui permettent d'être à l'abri de ce que nous venons de vivre. Merci Dr Biada, merci infiniment pour votre analyse. À très bientôt, une nouvelle fois sur nos ondes, sur nos antennes pour l'écho de l'écho, l'émission de l'actualité économique d'Afrique et d'ailleurs. Merci beaucoup Sandra, j'ai été content d'être sur le toit de l'Afrique ce matin grâce à vous, grâce à votre support médiatique et surtout grâce au metteur en nom de cette émission que je remercie encore amplement. Merci infiniment à vous tous qui nous avez écoutés sur la 96.3 FM For You Radio. Merci à la partie technico-artistique. L'information et les programmes se poursuivent sur For You Media Africa. À très bientôt à tous.